j'ai coutume de dire quand je parle de troubles psychiques ou de bipolarité, parce que c'est de ça dont je souffre, on va dire, depuis mes 17 ans, que quand on a des troubles psychiques, finalement, on a une seconde vie. En fait, on a notre vie de personne normale comme tout le monde, et on a aussi une seconde vie à gérer, qui est notre vie avec notre trouble à gérer, avec les médicaments, etc. quoi. Mais je suis à la fois le Thibaut, voilà, c'est ce que je viens de dire, avec ces différentes facettes. Et il a fallu apprendre à ce que les deux communiquent, c'est-à-dire, en fait, pendant longtemps, je n'ai pas accepté, moi, la maladie, la bipolarité. C'est vrai que ça a commencé à mes 17 ans et la première crise a été très surprenante et très violente pour moi parce que je sortais de 12 ans de scolarité et je suis de nature un peu réservée quand même. Quand j'étais enfant, j'étais un petit peu timide et donc j'avais tendance à accumuler beaucoup intérieurement de pression parce que j'étais aussi enfermé quelque part dans le rôle du gentil. Et quand je suis arrivé à mes 17 ans, j'ai eu cette première crise, cette première décompensation maniaque qui a été une déflagration incroyable parce que j'ai pas du tout compris ce qui m'arrivait en fait. Je venais juste d'avoir mon bac, je suis arrivé dans une île pour passer l'été. Il y avait une partie de ma famille et tout d'un coup je me suis mis à arrêter de manger, je me suis mis à arrêter de dormir et j'ai commencé à me sentir super bien. J'ai commencé à me dire mais c'est complètement incroyable. J'ai plein d'énergie, j'ai confiance en moi, je ressens plus la fatigue dans ma tête, ça va très très vite, les idées vont très très vite, je sens que j'ai une espèce d'acuité, de perception sur le monde incroyable. Et je me suis dit, je ne comprenais absolument pas ce qui m'arrivait. Et j'ai trouvé ça tout à fait délicieux comme première expérience. Je me suis dit, waouh, c'était la meilleure pour moi, c'était enfin la version de moi-même que j'avais jamais trop réussi à être, justement le côté un peu réservé ou un petit peu timide. Non, il était effacé d'un coup de baguette magique. Et le seul souci, c'est que je me suis mis à fondre comme beurre au soleil. Je perdais 1 kilo par jour, quoi, carrément. Alors j'allais en boîte de nuit avec les copains, c'était super, on faisait la fête et tout, mais voilà, moi j'étais jamais fatigué et je me suis mis aussi à parler très très vite, tout ça. Et ma famille, ils ont flippé. Donc ils ont cru que je prenais de la cocaïne, quoi. Donc ils m'ont fait une cocaïnémie et il y avait 0 partout. Donc ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, voilà, ils ont compris qu'il y avait un sérieux problème. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en plus? Moi ma famille a commencé à venir me voir et à me parler un peu comme à un anorexique ou une anorexique, c'est-à-dire en me disant, il faut manger, pourquoi tu ne manges pas? Et moi, j'étais là, mais laissez-moi tranquille, je me sens hyper bien, c'est l'extase, je me sens super fort, j'ai plus peur de rien. Voilà, donc... j'ai pas du tout, voilà, et ça a été un petit peu loin parce que j'avais vu des copains qui m'avaient dit, juste pour l'anecdote, hein, et qui m'avaient dit, un copain qui me dit, ah, je veux récupérer mon terrain, voilà, parce qu'il y a un restaurant dessus et le bail est en train de se terminer et le mec ne veut pas partir, donc en fait, je peux pas récupérer mon terrain pour mettre ma maison dessus. Ah ben, j'ai dit, alors, je me dis, il va falloir que je donne un coup de main. Voilà. Donc, je suis allé la nuit et j'ai vérifié qu'il n'y avait personne dans le restaurant. Et puis, j'ai entassé tout le mobilier en rotin du restaurant. J'avais trouvé de l'essence et j'ai mis le feu au restaurant. Et le restaurant, voilà, est parti en cendres. Et moi, j'étais très content. Enfin, je trouvais ça super. Et voilà, bon, bref. Donc je ne vais pas trop m'éterniser sur le sujet, mais j'ai vraiment découvert à ce moment-là pour la première fois ce qu'était une crise maniaque. Et ce qui est très, comment dire,
compliqué avec la crise maniaque, c'est que c'est aussi un état où on est en extase, où on se sent hyper bien, on a justement des idées mystiques aussi qui viennent, on commence à se prendre pour le centre du monde, on commence à se prendre pour le sauveur du monde, on commence à interpréter tous les signes, le moindre, on commence par exemple, interpréter les couleurs, tout, on commence à partir dans un délire. Et tous les gens qui se mettent sur notre passage, en tout cas au début, hein, dans les premières crises, en fait, on devient agressif aussi. Parce que justement, souvent, les troubles psychiques, enfin, pour moi, touchent les gens qui sont hypersensibles et qui accumulent pas mal de pression. Donc quand c'est amené à sortir, ça ne sort pas toujours bien. Ça peut sortir de manière vraiment violente. Donc voilà, on envoie bouler, pour parler poliment, la famille, parce que ça peut être vraiment pas gentil. On règle ses comptes, et puis le premier qui vient et qui vous dit il faut se soigner, ou même il faut aller à l'hôpital, là, il se fait envoyer bouler. Voilà. Ce que j'ai compris au fil des années, parce que j'ai quand même fait 33 ans de psychiatrie, ça a commencé à mes 17 ans, j'en ai 50 aujourd'hui, et il y a eu vraiment une évolution, mais je dirais que vraiment, j'ai été dans une rébellion très forte au début. Je voyais vraiment le médicament comme un espèce de parent de substitution qui me contrôlerait, qui m'empêcherait d'être qui j'étais. Et puis, pour moi, c'était vraiment... en plus, il allait falloir prendre ce médicament à vie, de manière... C'était quelque chose de chronique et c'était quelque chose de stable, comme ça. Et en fait, moi, bon, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais j'ai eu plutôt une vie très instable quand j'étais enfant, avec beaucoup de voyages, avec 4 ans quand j'étais enfant en Asie, dans un ashram, ensuite 6 ans en Polynésie, dans un autre, parce que ma mère était dans ses recherches spirituelles, bref, c'est un autre sujet. Mais donc, beaucoup d'instabilité. Et pour moi, l'instabilité, c'était ma stabilité, l'instabilité. C'est ça. Et donc, on me proposait quelque chose de stable, comme ça, à prendre au quotidien des médicaments. Non, ça n'allait pas dans mon schéma. Et en plus, quand ces médicaments, ils n'étaient pas toujours bien dosés, donc j'étais pas toujours... voilà, on sait que voilà, les médicaments, que ce soit des antipsychotiques ou des thymorégulateurs, ça intervient sur notre humeur, bien sûr, mais ça intervient aussi sur l'ensemble de notre corps. Ça nous ralentit aussi. Ça a des effets aussi sur notre libido. Ça fout un petit peu le bazar, voilà, pour parler poliment aussi. Donc, j'ai très longtemps eu une ambivalence, et je continue encore, mais vraiment beaucoup moins, par rapport aux médicaments. J'étais pendant de nombreuses années dans la rébellion, dans le refus de prendre ces médicaments, et ce qui m'a conduit plein de fois à me faire hospitaliser. Je dirais, depuis mes 17 ans, tous les 18 mois en moyenne, je me retrouvais à l'hôpital, pendant 1 mois ou peut-être parfois plus, parce que j'arrêtais les médicaments, parce qu'en plus, l'état maniaque était, voilà, j'étais nostalgique de l'état maniaque, parce que quand on revient dans ses pompes et qu'on retrouve sa vie normale, ou rien d'extraordinaire, où on n'est pas le sauveur du monde, où où nos peurs reviennent, où tout d'un coup on redevient humain quelque part, parce que dans l'état maniaque, on se sent assez surhumain. Alors pour dire très vite, j'ai fait une fois une dépression, une mélancolie, et quand j'avais justement dans les premières années, et j'ai trouvé ça tellement horrible que j'ai décidé de plus jamais repartir dans la dépression. Je sais que ce n'est pas un choix forcément, mais je sais pas, moi j'ai fait que des crises maniaques en fait. Il y a différents types, les bipolaires de type 1, 2, 3, où je ne me rappelle plus. Il y a ceux qui font que des crises maniaques, ceux qui font les deux, ceux qui font que des crises mélancoliques. Et donc, bref, pour revenir au sujet des médicaments, parce que c'est ça qui me tient à cœur, à mon témoignage, et j'y ai pensé, je voulais vraiment parler de ça, parce que je me suis rendu compte au bout de quelques années, et surtout il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je suis devenu papa aussi, j'ai une fille de 16 ans, et ça m'a aussi responsabilisé par rapport à ça, parce que les crises maniaques, c'est bien beau, c'est peut-être l'extase, c'est la fête, mais en fait, ça se termine en chaos. Voilà.
parce qu'on perd son job, parce qu'on envoie bouler son boss, parce qu'on en a rien à foutre, de toute façon, le monde est à nous, donc voilà. Et puis les relations amicales, on peut aussi foutre nos copains, nos amis à genoux, parce qu'on les saoule, parce qu'à trop parler, à être infatigable et tout ça, tout ça. Il ne faut pas se tromper de combat, en fait. Parce que se rebeller contre les médicaments, en fait, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, en fait. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le réaliser, parce que la vraie rébellion, en fait, elle est dans le fait de prendre ces médicaments. Parce que là, justement, on part en combat. À la fois, on accueille la maladie, mais à la fois, on la combat. Mais comment dire, c'est pas, on va gagner en liberté par rapport à la maladie si on prend ces médicaments. C'est ça qu'il faut comprendre. Pas, si on refuse systématiquement de prendre... Déjà, en plus, les crises maniaques sont très destructrices, où sans compter avec l'argent aussi. L'argent, c'est plus important. Voilà, donc on va faire n'importe quoi. Des fois, on va se foutre dans la mouise parce qu'on a trop dépensé, tout ça. Et je veux dire, ce qui est sûr, c'est qu'au bout d'un moment, moi, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre de toujours finir à l'HP. C'est un peu comme au Monopoly, c'est voilà, retour à la case départ, ne touchez pas 20 000 francs, et c'est rebelote. Donc plein de fois, j'ai perdu des boulots. Plein de fois, j'ai mis ma pauvre famille à genoux voilà, avec ça. Et je devenais papa, donc quand j'étais en crise, je ne pouvais plus voir ma fille non plus. Donc tout ça, ça m'a aussi poussé à me dire, maintenant, il faut que tu sois sérieux. Et après, il y a un truc qui est super important, c'est dans notre relation avec notre psychiatre, la personne qui nous aide, de trouver le bon traitement, la bonne dose. Parce que un rugbyman de 110 kilos, bipolaire, et une petite jeune femme de 55 kilos, pour moi, ils n'ont pas besoin de la même dose, en fonction aussi de la sensibilité des gens. C'est hyper important, je pense, de trouver, en fonction de la personne, ce qui va lui convenir pour que, justement, elle ne se retrouve pas avec un filet de bave, comme ça, complètement, je vais dire, dans le gaz, où tout le monde est mort, les gentils, les méchants, tout le monde est mort, voilà, en état de zombie. C'est ça qui fait que, parfois, on a arrêté le traitement et qu'on en a eu marre et que du coup, on a recrisé, on est reparti à l'HP, et rebolote, et rebolote. Donc en fait, voilà, moi maintenant, il faut bien évidemment prendre son traitement, mais il faut aussi avoir une relation avec la personne qui nous aide, qui soit fine et respectueuse. Souvent, les psychiatres, ils n'ont pas le temps. Donc ils vont, en effet, le rugbyman et la jeune femme fine, et vont lui donner le même traitement, en disant il faut être dans la fourchette thérapeutique, c'est 0,7 mg jusqu'à 1,2. Mais non, en fonction de la sensibilité des gens, ça ne marche pas comme ça, quoi. Faut vraiment... Mes personnes ressources, bon, déjà, c'est pas pour me plaire, mais je suis sous curatelle. Parce que justement, alors, il se trouve que c'est ma mère, ma curatrice. Ça non plus, c'est pas vraiment fait pour me plaire, même si j'ai pas de problème avec ma mère. Et bon, ben voilà, donc je suis assez souvent en relation avec elle, bon, ben voilà, pour des choses pratiques. Bon, c'est une personne ressource, mais mes vraies personnes ressources, ce sont mes amis, comme Marie-Emmanuelle ou Gwendoline, ou des gens justement que j'ai rencontrés à l'hôpital, et ce sont des gens qui ont des troubles psychiques, la plupart de mes amis, parce qu'ils ont justement aussi cette sensibilité, cette finesse et l'expérience de vie. Je parlais au tout début du fait que voilà, on a deux vies à mener, et puis donc voilà, c'est des gens qui savent ce que je vis, qui me connaissent, et voilà, on s'entraide, on s'aime, on est... Voilà, on sait de quoi on parle. Ma fille, je dirais que elle a été sensibilisée petit à petit. Je lui ai parlé, ma famille lui a parlé, sa mère lui a parlé de ma maladie.
Après, justement, en général, quand je commence à partir en hypomanie ou en crise maniaque, ben, comme je disais tout à l'heure, voilà, on l'éloigne de moi. Et je trouve ça bien, c'est parce qu'en effet, au tout début, quelquefois, ça m'est arrivé de l'avoir au téléphone, j'étais un petit peu up et donc je commençais à lui parler vite ou à lui faire des déclarations d'amour ou des choses voilà, qui étaient pas vraiment comme d'habitude, trop intenses, trop à vif, voilà, trop speed et tout. Voilà, donc ça lui a fait peur. Et après, j'étais vraiment trop désolé d'apprendre ça. Donc en effet, après, j'ai accepté que si la situation voilà, partait en nouille, voilà, j'ai accepté de ne pas communiquer avec elle jusqu'à ce que je sois vraiment redescendu dans mes chaussures. Ça lui fait peur, oui, elle en a parlé, bien sûr c'est un univers inconnu pour elle. Elle a eu peur pour elle que je lui transmette. Alors, ce que j'ai appris, moi j'ai un petit peu étudié le sujet, normalement ça saute une génération. Moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est mon grand-père paternel qui était un grand maniaco-dépressif, donc voilà, comme on l'appelait à l'époque, PMD, il était un grand mélancolique, hein, puis quand les crises maniaques, c'était hallucinant, enfin, il faisait toutes les conneries qu'on fait nous en crise maniaque, vraiment fort. Donc ma fille, voilà, elle a peur, on n'en a pas parlé, moi j'ai un peu peur, c'est pour ses enfants, à elle. Voilà, c'est une maladie qui est quand même grave, hein. Je veux dire, on en souffre. On en a, voilà, moi c'est 33 ans de psychiatrie, voilà, il y a eu beaucoup de moments de souffrance et de moments voilà, de destruction. Et c'est ça, parce que c'est ça qui fait renoncer à l'extase de la crise maniaque au bout d'un moment. On se dit, ben non, mais c'est ça le gros piège. C'est une drogue très dangereuse, parce que elle vous donne l'impression d'être super bien, d'être au top, d'être enfin vous-même et tout. Mais en fait, elle est extrêmement destructrice. Et voilà, c'est ça la prise de conscience à avoir, c'est que finalement, cette extase, il faudrait essayer de la trouver dans la vraie vie, dans des petites choses, petit à petit, et d'essayer justement de travailler sur soi pour être bien, pour se comprendre, tout ça, etc. Et voilà. Donc pour finir avec ma fille, je fais très attention maintenant. Voilà. Et en tout cas, moi j'ai décidé, là, ça fait 2 ans, de ne plus retourner à l'HP. Parce que ça y est, j'ai ma dose. Parce qu'en plus, quand on se retrouve à l'HP, c'est pas passionnant, je vous le cache pas, vous connaissez, on vous en a parlé souvent sûrement. Parfumer des clopes et rien faire, enfin bon, je pense qu'on a mieux justement à faire dans la vie. C'est pour ça que, voilà, de se prendre en charge, vraiment, se prendre en main. Mais il faut que ça soit justement dans la liberté et que dans l'échange avec le psychiatre, la psychiatre, pour que, voilà, il y ait une vraie... que ce ne soit pas de la reparentalisation, vraiment, mais que ce soit une association, voilà, entre nous et le soignant pour essayer de trouver la bonne formule, le bon dosage, pour être bien. Et si jamais on voit que ça s'accélère, ben on dit au psychiatre, ah ben je vous préviens, il n'y a pas de problème, je reprendrai plus de médicaments si je vois que ça va. Je travaille, ben là j'ai lancé une activité de massage depuis 1 an. Donc je loue un cabinet le samedi, voilà, pour faire ces massages. Et puis mon quotidien, sinon, voilà, enfin, je sers aussi de secrétaire à ma sœur, parce que quand on a vécu en Inde, voilà, ma sœur elle a raté quelques années d'école, et donc je lui corrigeais, c'est pas passionnant, mais je lui corrigeais mail, tout ça, donc je fais du secrétariat en plus. Et puis mon quotidien, ben là, je suis en train de développer cette activité professionnelle de massage et voilà, maintenant, ça va se développer, ça se développe petit à petit. Le reste du temps, je m'occupe positivement. Oui, mes proches, ma famille comprennent la maladie, mais
Mais il y a toute une partie de la maladie que personne ne comprendra jamais à part les gens qui souffrent de la même maladie quelque part. Je parlais tout à l'heure, enfin, oui, bon, je ne parle pas de la tarte à la crème des gens qui te disent bon ben voilà, t'es fou, enfin ils te disent pas t'es fou, mais il y a des gens qui ne vont pas venir te visiter à l'HP parce que ça leur fait peur, hein, parce que pour eux, des gens, voilà, ils ont une espèce de fantasme là-dessus, sur le fait qu'il pourrait y avoir une contamination presque de toi, de ta folie. Ils te disent... les gens, voilà, il y a des gens qui... La dépression, par exemple, si je prends juste l'exemple de la dépression, les gens vont réagir différemment. Il y en a qui vont dire « Ah, ben, secoue-toi, fais quelque chose, ça va aller, tout ça. » Mais non, la dépression, c'est quelque chose de vraiment complexe, de sévère et de trucs qui est incapacitant, quoi. Ça peut vraiment mettre les gens, ils peuvent même plus se laver, ils peuvent plus, ils sont pétrifiés d'angoisse, de ci, de ça. Et les gens, voilà, de l'extérieur, ceux qui finalement, contrairement à vous deux par exemple, contrairement aux gens qui prennent le temps de découvrir l'univers aussi du trouble psychique, de vraiment pénétrer dans cet univers pour comprendre ce que les gens vivent et les faire témoigner, je trouve ça super, merci. Mais voilà. Sinon, je m'entends bien avec, j'ai pas que des amis bipolaires ou schizophrènes, j'ai bien sûr plein d'autres amis normaux, entre guillemets, mais je vais pas forcément avoir la qualité relationnelle de la relation, va être quand même pour moi plus fine. J'ai des amis aussi avec qui je communique bien, mais ça va être plus fin avec des gens avec qui j'ai une communauté aussi de vie, de ressenti. C'est tabou, je crois qu'il y a j'en parlais tout de suite, cette espèce de peur de la contamination, et puis un peu, enfin peut-être j'exagère un peu, mais ce que je veux dire, c'est que les gens, voilà, c'est comme tu dis, c'est invisible. Donc, bon, il n'y a pas un handicap concret là, voilà, donc, bon déjà, pour que les gens comprennent un peu ce que vivent les gens, ça sous-entend qu'ils arrêtent de s'occuper d'eux-mêmes 3 secondes, pour aller essayer de comprendre le dialecte de la personne souffrant de troubles psychiques, de vraiment avoir une vraie écoute pour essayer de comprendre, quoi. C'est pas seulement... Et en fait, on parlait d'empathie, de compassion tout à l'heure, tu vois. Eh bien, il y en a beaucoup des gens qui pratiquent l'empathie et la compassion. Il y en a, mais je veux dire des gens qui pratiquent vraiment le fait d'écouter l'autre et de comprendre vraiment ce qu'il dit. Tu vois, c'est encore autre chose, ça. Tu vas avoir une conversation, blabla, vite fait, ok. Mais je veux dire, vraiment prendre le temps voilà, de comprendre, de se mettre à la place, et tout ça. Et souvent, les gens, ils sont hyper occupés, de toute façon, toute la journée, ils ont 15 000 trucs à faire. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment le temps, tu vois, donc pour eux, la maladie, le trouble psychique, déjà, trouble psychique, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire grand-chose en soi. Pour eux, il y a les gens, voilà, il y a les fous. Pour beaucoup de gens, il y a les fous qu'on les fout, hop, on les fout à l'HP, ils sont à côté de leur pompe, ils font des conneries, ils racontent n'importe quoi, ou qu'est-ce. Ça va pas plus loin que ça. Voilà. Puis il y a d'autres gens qui ont la fibre, qui vont s'intéresser, comme voilà, chez Falleret. Moi, quand j'ai fait mon petit séjour chez Falleret, ça a duré quelques mois. Mais tu as des gens, voilà, qui sont à l'écoute. Hein. Tous les gens qui bossent dans le social, c'est pas les mêmes que les autres, hein. Ils ont tous quelque part une fibre, donc il y a la dimension de la réparation par rapport à ce qu'on a pu vivre soi-même, et aider les autres, ça part jamais de rien, ça part parce qu'on a vécu, parce qu'aussi on s'est senti peut-être à un moment isolé ou abandonné ou rejeté ou qu'on a souffert, et que donc c'est de là que naît la compassion et l'empathie. Première chose, c'est qu'il faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer quand le premier épisode, comme ça, tu as un enfant qui tout d'un coup part en crise, comme moi j'ai pu le faire à mes 17 ans. Voilà. D'abord, je pense qu'il faut écouter vraiment la personne. Alors, en général, le problème, c'est que la personne en crise maniaque, au début,
elle parle beaucoup, elle est très speed, elle est très, voilà, elle fait des blagues, elle est toute complètement un peu ingérable comme truc. Donc en fait, je pense que les parents, voilà, il faut leur dire que si votre enfant, il arrête de manger, si il arrête de dormir, si il commence à avoir des idées mystiques ou tout d'un coup, s'il commence à devenir agressif, s'il commence à... qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, à se sentir hyper bien, à se sentir hyper fort, à se sentir invulnérable. Voilà, là on a le tableau, un peu le tableau clinique de la bipolarité, de la crise maniaque. Et ben il faut, je crois, il y a un truc voilà, je dirais que moi ce qui m'a manqué parfois, c'est juste qu'on me prenne dans les bras et qu'on me dise « mais ça va aller, calme-toi, calme-toi ». Et même si, voilà, même si des moments j'étais dans la revendication, où j'étais en train de faire la comptabilité de toutes les années passées, de ce que j'avais souffert, de ci, de ça, parce que tout d'un coup on sort de soi-même, donc comme je disais, on est désinhibé, donc on dit plein de choses et tout. Et dans ces moments-là, ça fait peur, donc les parents, ils ont plutôt envie d'appeler les pompiers, ou quoi, ou qu'est-ce. Je vais dire, bon, si votre enfant, pardon, votre fille ou votre fille, il part en crise vraiment fort, il ne faut pas hésiter 2 secondes, il faut appeler les pompiers. Voilà. Les pompiers, même s'il ne va pas être d'accord, il va se rebeller, il va être furieux ou furieuse, mais c'est les copains, les pompiers. Il faut les appeler et ils vont prendre en charge la personne parce que, voilà. Et je pense que dire aux parents, oui, je le redis encore, même si votre enfant il devient agressif, s'il vous rentre dedans, s'il vide son sac, s'il est horrible, tout ça, machin, de toute façon, voilà, essayez de le calmer, de l'apaiser et de lui donner de l'affection, au lieu d'avoir peur de lui. Voilà. Essayez plutôt de le serrer contre vous, de lui dire « mais ça va aller, je comprends un peu ce que tu traverses, je ne comprends pas tout, mais ça va aller, on sera là ». Et puis, je voudrais quand même insister un petit peu sur le traitement, qu'il ne faut vraiment pas se tromper de combat et de refuser le traitement ou de vraiment partir en conflit avec sa famille pendant des années comme ça, ou avec les psychiatres. Parce que sinon, ça va être le chaos à répétition. Et ça peut durer des années, des années, des années. Ça peut aller jusqu'à notre mort. Si on ne décide pas un jour finalement de se prendre en charge, de se prendre en main, de prendre les médicaments qu'il faut prendre, parce que c'est une maladie. Hein, voilà, les diabétiques, on leur donne de l'insuline. Voilà, ben, c'est pareil, c'est pas parce qu'il y a une dimension psychologique dans cette maladie, avec des épisodes voilà, psychologiques, mystiques ou mégalomaniaques ou machin, tout ça, ça reste une maladie du corps, c'est une maladie de la neurotransmission. C'est tout un dérèglement. Il faut savoir que tous les maniacos, quand ils sont en crise, ils ont tous exactement les mêmes symptômes. On a tendance à penser que c'est que soi-même qui se prend pour Jésus-Christ ou qui ci ou que ça, ou pour Superman. Mais en fait, c'est pareil chez tout le monde. Et donc, c'est comme une maladie. Voilà, ça se soigne. Et donc, il faut prendre un peu d'antipsychotiques, il faut prendre des thymorégulateurs, du lithium ou que sais-je. Voilà. Et puis, surtout, essayer de créer une vraie relation avec la personne soignante pour trouver le bon dosage, pour pouvoir avoir une vie normale quand même, de ne pas être comme un zombie, et de pouvoir, voilà, aussi se soigner, mais se sentir bien quand même. Je sais pas, je suis beaucoup plus heureux qu'il y a 3 ans, j'ai envie de dire, ou qu'il y a 5 ans, ou qu'il y a 10 ans. Ouais, je pense que je commence à pouvoir me permettre, oui, à être un peu heureux.